Je laisse peut-être le temps à chacun de s'asseoir. Pendant cette période où vous allez chacun reprendre vos places, peut-être deux mots pour vous dire d'où je parle. La demande d'ailleurs de participer aujourd'hui m'a un peu surprise au départ, et puis on a eu un petit travail d'explication avec l'association qui m'a permis de saisir quelles étaient les attentes. Je suis coordinateur d'une association qui s'appelle Convergence Bretagne. Vous en avez probablement pas entendu parler, mais c'est une association qui s'adresse aux personnes en situation de troubles psychiques, de handicap d'origine psychique, qui s'est créée sur une idée qui paraît simple et qui est essentielle. C'est la nécessité par rapport à ces personnes d'avoir une approche décloisonnée entre des champs qui fonctionnent généralement, on dira, en tuyau d'orgue. Le champ de la santé, le champ de l'accompagnement social, le champ du médico-social, le champ de l'insertion et probablement le regard sur la société. Et donc, pour que ces personnes puissent avoir, comme le dit la loi, une pleine citoyenneté, la collaboration entre ces champs n'est pas quelque chose de facultatif, mais quelque chose d'indispensable. Et donc, cette association milite pour qu'on puisse effectivement faire en sorte que cette transversalité entre les champs puisse exister pour le quotidien des personnes. Alors, au-delà de cette association, j'ai aussi d'autres actions plus opérationnelles, ça n'occupe qu'une partie de mon temps, mais je pense qu'effectivement, je parlais à deux niveaux, parce que j'ai un regard un peu plus général sur la question du handicap, et puis un regard particulier, effectivement, sur ces questions de santé mentale. Et je trouve que c'est intéressant, d'une part, peut-être de préciser pour tout le monde ce qu'est aujourd'hui, dans la société française, la notion du handicap. Et puis, ce sera la première partie de mon intervention. Et puis la deuxième partie va plus être sur une réflexion à partir de ce qu'engendre cette situation de handicap dans le rapport à la question de la fin de vie pour ces personnes. Donc voilà les deux temps de mon intervention. Alors peut-être que je vais commencer par, et ça sera la seule, rassurez-vous, une définition. C'est la définition que donne la loi de 2005, février 2005, de ce qu'est un handicap. Constitue handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant. Cette loi, qui va avoir 10 ans, est un vrai saut dans les dynamiques de représentation de ce qu'est le handicap. La précédente loi, qui était de 1975, regardait essentiellement la question du handicap du côté de la gestion du manque. Et là, on a effectivement une loi qui, d'abord, pose bien dans cette expression altération durable, substantielle ou durable d'une fonction, en fin de compte, pose bien la question du handicap comme une résultante. Il y a une problématique cognitive, sensorielle, et cette problématique va déboucher pour la personne sur des limitations fonctionnelles, mais aussi une limitation de sa participation à la vie en société. Et donc, on est bien sur quelque chose qui est une conséquence et qui n'est pas une cause, et je crois que c'est quelque chose d'important. Deuxième élément de cette loi, c'est qu'elle pose bien la question de la participation de la vie en société, et elle introduit une notion qui est importante,
c'est qu'effectivement, suivant l'environnement, la personne qui a telle ou telle limitation va être plus ou moins restreinte dans sa participation à la société. Alors, ça se concrétise, cette affaire-là, par un élément que tout le monde a bien perçu, c'est les aménagements des accès dans les établissements publics. On supprime les marches, on supprime la situation de handicap. Il est évident que ces restrictions de participation sont d'ordre multiple suivant la nature des handicaps. Et je me souviens d'un débat avec des bailleurs sociaux en 2007, je crois, qui disait dans le hall on a descendu les boîtes aux lettres dans les halls de l'immeuble pour que les gens en fauteuil puissent prendre leur courrier. Et on s'est fait engueuler par les malvoyants qui, eux, se sont cognés dans les boîtes aux lettres à partir de cette... Bon. Et donc, effectivement, c'est comment est-ce qu'on fait avec tout ça. Et je crois que... mais je crois qu'il est important, effectivement, pour revenir à des choses un peu plus conceptuelles, de voir que cette loi inscrit deux dynamiques de réponse. La compensation, ce qui s'adresse à la personne. Je suis beaucoup plus handicapé maintenant que... Voilà, c'est une compensation très simple, mais qui fait que les personnes en situation de handicap, il y en a pléthore. Et puis, la nécessité, effectivement, des adaptations. Ce qui est bien là, la question de l'adaptation qui peut être proposée dans l'environnement, environnement immédiat ou environnement sociétal. Et cette dimension de l'environnement sociétal, c'est peut-être cette dimension où il y a le plus de chemin à parcourir. Donc, l'autre élément dans cette loi qui est important, c'est qu'effectivement, on a en même temps créé ce qu'on appelle les MDPH, Maisons départementales pour les personnes handicapées, avec pour mission à ces MDPH de reconnaître les situations de handicap. Alors, je crois que c'est intéressant, effectivement, de se poser la question, comment est-ce que le handicap est reconnu? Alors là, on a un premier écueil, c'est parfois, effectivement, certaines familles de handicap on va être soumis à la question du déni, qui est une réalité. Deuxième élément, par rapport à cette reconnaissance, j'ai envie de sortir une anecdote. Il se trouve que dans la même période, je travaillais sur un projet européen et qu'on était avec des partenaires italiens et on expliquait ce qu'était en train de faire le législateur français. Et là, nos partenaires nous disent « Mais vous êtes fous? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de leur donner une étiquette, un statut? Ils le sont en situation de handicap. En quoi ça va apporter quelque chose ?» Dans notre raisonnement français très organisé, cette question-là, dans un premier temps, nous a un peu surpris. Mais elle montre quelque chose qui est important, c'est de l'originalité de notre système, qui notamment a créé un secteur médico-social. Le secteur médico-social n'existe pas dans tous les pays. Et donc, l'organisation de la société française est faite en tant que telle. Donc, l'autre mission de la MDPH va être effectivement de pouvoir ouvrir des droits pour les personnes à aller vers des établissements ou services médico-sociaux comme moyen de la compensation. Et ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est par rapport au sujet de notre journée, c'est que cette décision doit être prise en fonction du projet de vie de la personne. Et dans un dossier auprès de la MDPH, il y a un document qui s'appelle « Projet de vie de la personne ». Vous imaginez que ça pose quelques questions, cette notion de projet de vie de la personne. Je pense que si, dans la salle, je demandais à toutes les personnes, celles qui sont capables de nommer leur projet de vie comme ça, il y aurait quelques inquiétudes sur la façon de le faire. Mais ça, les personnes en situation de handicap ont des compétences puisqu'elles sont toutes capables de nommer leur projet de vie. Donc, voilà. Je
je crois que ce qui est important, effectivement, c'est de comprendre qu'un des interlocuteurs essentiels des décisions de la MDPH va être effectivement la réponse autour des établissements sociaux et médico-sociaux. Un petit point là par rapport à cette prise en charge médico-sociale qui a un regard un peu historique sur cette affaire. D'une part, c'est un secteur qui s'est construit, j'aurais presque envie de dire, en désordre. C'est-à-dire que historiquement, il y avait une réponse de structures caritatives, alors plus ou moins présentes suivant les régions. En Bretagne, on sait très bien qu'effectivement, la religion était dans les premiers acteurs de cette réponse caritative. Et puis, il y a eu un autre mouvement que je situerais dans les années d'après-guerre, c'est l'organisation des familles et des personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui ont donné naissance à moult associations qui, pour répondre aux besoins, pour certaines de leurs proches ou des personnes elles-mêmes, vont avoir inventé un certain nombre de réponses qui vont être en termes d'établissement, de services, et avec un maillage qui est très hétérogène suivant le territoire, suivant ce qui a pu être produit, mais c'est là où on voit apparaître des mouvements comme la DAPEI, l'APF, etc., suivant les types de handicap. Donc, une des particularités encore aujourd'hui de ce secteur, c'est d'être un secteur protéiforme. On va avoir des réponses médico-sociales qui sont adossées à des très gros établissements de soins, et à côté de ça, on va avoir sur le même territoire un petit établissement porté par une association parentale. Et tout ça, ça constitue la réponse médico-sociale. Ce qui, pour l'extérieur, est parfois difficile à lire et à comprendre. Alors, en plus, effectivement, les réponses sont multiples. Je m'étais promis de vous faire CESAT, DESAT, foyer de vie, foyer double tarification, femmes, masse, j'arrête là, mais je pourrais. Pour les non-initiés, c'est effectivement un univers qui peut paraître un peu étrange et qui peut mettre en situation de handicap pour pouvoir l'aborder. Mais l'autre élément historique sur lequel j'ai envie de pointer, c'est on est dans une dynamique où il y a une évolution vers, d'une part, la professionnalisation. C'est certains métiers du médico-social, tels que les métiers de l'éducation spécialisée, par exemple, interviennent dans les années 60-70, 66 pour être très précis, et un certain nombre de nouveaux métiers qui se créent et qui se créent encore aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, on est dans un secteur où, autour, par exemple, d'un mouvement comme les groupes d'entraide mutuelle, ce sont quasiment de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger encore aujourd'hui. Et je crois qu'effectivement, là aussi, on est sur des choses qui bougent. Un mouvement d'institutionnalisation, c'est-à-dire que lorsque les réponses sanitaires ont généralement été historiquement structurées avec des protocoles, avec un certain nombre de choses, on a été jusque ces dernières années souvent sur effectivement plutôt de l'initiative qui a été organisée, mais qui était assez dispersée dans les façons de faire. Et puis là, aujourd'hui, on a un nouveau mouvement qui est la question de la spécialisation. Est-ce que les structures doivent apporter des réponses génériques à tous les handicaps, ou est-ce que les structures doivent se spécialiser autour de tel ou tel handicap? Des questions qui sont au plein cœur des questions du secteur aujourd'hui. Une autre évolution là, qui est beaucoup plus récente, c'est le passage de réponses qui étaient fondamentalement structurées autour d'établissements vers des réponses qui sont plus des réponses autour de services. Peut-être qu'effectivement, c'est le même mouvement qu'on va retrouver dans le milieu sanitaire avec l'invention de la HAD.
je vais le résumer ou le caricaturer de cette façon-là. Alors, vous voyez un monde hétéroclite, et puis pour aussi un élément qui, dans ce secteur qui est structurellement parfois un peu compliqué à gérer, c'est un pilotage partagé. C'est-à-dire qu'effectivement, bon nombre de réponses ont parfois comme autorité de tutelle à la fois l'ARS et les conseils généraux. En tant qu'autorité de tutelle, les autorités de financement. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Donc, ce monde du handicap est un monde vaste dans les réponses. Il l'est aussi effectivement par rapport à la nature des handicaps. J'ai énoncé tout à l'heure la liste des limitations, telle que l'a nommé le législateur. Il l'est aussi la variété du handicap sur la nature des limitations ou le degré de la limitation. Le commun des mortels va avoir en premier réflexe de percevoir le handicapé comme quelqu'un en fauteuil, gravement limité, etc. Or, il y a toute une catégorie de handicaps qui sont des handicaps non visibles, que proportionnellement, ce sont paradoxalement les handicaps visibles et les grands handicaps représentent, alors suivant les études, là on n'est pas très précis, mais moins de 5%, en fin de compte, des personnes en situation de handicap. Pour autant, et par rapport à la question notamment de la fin de vie, l'impact qu'a eu la situation de handicap sur la vie de la personne est bien réel. Il n'est pas forcément perceptible pour l'autre, mais pour la personne, dans sa trajectoire de vie, il y a des incidences qu'on va retrouver au moment de la fin de vie. Donc, je crois que c'est bien effectivement la réflexion que je vous propose de partager va être sur cette question-là, mais en quoi la fin de vie est influencée par l'existence même? Quelles sont, quand la personne arrive à cette échéance, à cette perspective de la mort, en quoi ce qu'elle a vécu précédemment va impacter ce moment-là? Alors je vais le regarder sous trois angles. Pour les personnes elles-mêmes, pour les familles, et puis aussi pour les personnels des établissements et services. Je crois d'abord qu'il faut dire quelque chose qui est important, c'est en fait la reconnaissance du handicap. Je vous ai parlé de la fonction de la MDPH par rapport à ça, et la notion de déni est liée à quelque chose qui est important, c'est qu'en fait, les personnes qui sont dans ce processus de reconnaissance passent par une première étape de deuil, le deuil de l'idéal. Et là, je me rappelle d'une intervention publique d'un parent de personnes en situation de handicap qui dit « Mais imaginez-vous comment c'est difficile pour nous de faire le deuil de l'enfant idéal ». Et je crois qu'effectivement, une des particularités, une des premières notions, c'est que cette question du deuil, qui arrive pour tout un chacun plutôt effectivement à la fin de son existence, elle est parfois, j'ai envie de dire, pour notamment les handicaps qui sont les handicaps innés, dès la naissance ou dès les premiers mois. Et puis pour d'autres, effectivement, c'est des choses qui vont survenir au cours de l'existence. Et là, il y a déjà une première grande différence qu'il faut prendre en compte, c'est quelle est l'histoire de ce handicap, à quel moment il survient, dans quel contexte. Et là aussi, on va avoir, dans l'impact au moment de la fin de vie, des choses qui vont être différentes sur cette chronologie pour la personne elle-même et pour son environnement. Alors, je crois que, si je vais prendre les choses effectivement sur les trois niveaux, pour les personnes elles-mêmes, la question derrière, lorsque la personne commence à prendre conscience de son handicap,
c'est la question, mais quelle espérance de vie ai-je? Et l'enjeu, c'est comment ne pas alimenter la désespérance, d'ailleurs. Il faut savoir que sur cette question de l'espérance de vie, la grande majorité des situations de handicap raccourcit l'espérance de vie effective. Les traitements ont parfois aussi des effets seconds et je crois qu'effectivement c'est un élément important. L'autre élément, et là je pense tout particulièrement à la problématique, aux problématiques de santé mentale, il ne faut pas oublier qu'en France nous sommes en tête de peloton pour le niveau de suicide. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important à regarder, et notamment dans ce public en situation de troubles psychiques, il y a un taux de suicide assez extraordinaire. Donc là, pensons aussi comment on prévient cette affaire-là. Donc, l'espérance de vie, je la définirais effectivement en 3 niveaux. Le niveau d'une espérance de vie physique, l'espérance de vie sur la vie sociale et puis sur la vie affective. Et je crois que ces 3 niveaux-là sont importants à prendre en considération. D'abord, pour bon nombre de personnes, la question des soins palliatifs renvoie à la question de la gestion de la souffrance. Or, on a là la particularité d'avoir souvent des personnes qui ont une grande expérience de la souffrance. Et donc, c'est pour eux, le regard sur cette expérience, positif et négatif, est quelque chose qui réapparaît dans ce moment particulier. L'autre élément, c'est le corps et le rapport au corps, qui a pu être intégré comme un corps étrange et un corps étranger. Alors, le corps étrange sur lequel beaucoup se penchent, avec effectivement une expérience du rapport au corps médical, qui est bien particulière. C'est que là, on est effectivement face à des personnes qui peuvent avoir plus d'expérience que le médecin lui-même sur le rapport à la médecine. Donc, effectivement, ce qui n'est pas généralement courant. Et qui, sur la question de s'en remettre à, ont aussi une grande expérience. Alors, entendez bien, l'expérience, ça peut être positif, mais pas toujours. Et qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Comment est-ce qu'on l'intègre dans ce moment de rencontre singulière qui est la fin de vie? D'autres éléments qui me paraissent et qui sont à pointer par rapport à cette question de l'être physique. J'étais récemment sur un groupe de travail sur la question par rapport aux soins en psychiatrie, de la question des ruptures de parcours. Et a été identifié un élément particulier, c'est la difficulté par rapport à cette problématique-là de la prise en charge somatique, avec parfois tout simplement l'oubli du regard sur les dimensions somatiques. J'ai eu le témoignage de soignants qui disent « on a, par interprétation trop subjective de la pathologie d'une personne, vu très tardivement un cancer qui était pourtant évident. » Mais effectivement, la façon dont la personne se positionnait habituellement dans son rapport à l'autre a fait que l'impasse a été vue sur cette question-là. Et je crois que c'est une réalité. L'autre élément, c'est qu'effectivement, on peut avoir un public pour lequel il y a une impossibilité d'accès aux soins. Pensez que pour certaines personnes, le simple soin dentaire ne peut pas se faire en dehors d'une anesthésie générale.
l'agression de notre corps par l'intervention médicale pour certaines pathologies psychiques est quelque chose d'insupportable. Donc effectivement, et puis ça renvoie effectivement cette question probablement de la subjectivité de la souffrance. Subjectivité de la souffrance qui doit être, qui existe pour tous, mais qui, là encore, en relation à la question des limitations de la personne, doit être regardée spécifiquement, limitation des personnes à exprimer les choses, à les ressentir, à les interpréter. La question de l'être social. Un élément important pour la regarder, je pilote également un dispositif qui s'intéresse à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Et puis, on s'est posé la question un moment, mais on a posé la question, surtout aux personnes, pourquoi venez-vous vers nous? Et on s'attendait à un niveau de réponse disant l'accès à l'emploi, c'est l'accès des revenus, donc il y a une dimension importante sur cette dimension économique de pouvoir avoir un emploi. Et dans les personnes rencontrées, aujourd'hui on est à plus de 2000, donc ce n'est pas quelque chose qui est que le fruit de quelques interviews. On remarque que la première demande des personnes n'est pas du tout de ce niveau-là. Elle est, mais on veut pouvoir travailler pour avoir une reconnaissance sociale. On veut pouvoir travailler pour savoir à quoi on est utile. On veut travailler parce que aussi on veut être en lien avec les autres. Viennent très souvent la dimension économique est carrément oubliée. Et je crois qu'effectivement, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment, effectivement, pour ces personnes, la vie sociale est de toute façon contrainte, restreinte, mais est-ce que, d'une certaine façon, on n'a pas une société qui va organiser leur mort sociale? Et c'est notamment cette question, un grand défi, à mon avis, pour tous les établissements médico-sociaux, cette question de la mort sociale. C'est, en psychiatrie, on sait qu'il y a des personnes qui sont hospitalisées à très long terme. Elles restent dans le champ du sanitaire, mais on va retrouver la même question dans d'autres établissements. Et donc, j'ai envie de dire, c'est deuil. Mais au-delà du deuil, là, on est sur la question de la mort, qui est posée antérieurement. Troisième dimension, c'est l'être affectif. On sait que par rapport à cette dimension, le poids de la communication et comment effectivement, en situation de handicap, la communication est de toute façon atteinte, de façon différente suivant les formes de handicap. Pour certains, ça va être la difficulté de la capacité à toucher, saisir, aller vers l'autre. Dans la relation, quand la limitation de la capacité à voir. À voir, je reprends une expression, je ne pourrai jamais voir le sourire de mes enfants. Quel deuil! Je ne pourrai jamais les entendre pleurer. Et puis, dans d'autres familles de handicap, ça va être la question de l'interaction à l'autre, dans la capacité de le comprendre ou d'interpréter ce qu'il dit. Mais on a bien l'outil premier de la vie affective qui, de toute façon, est atteint, puisque la vie affective se construit par la communication. Et puis, l'autre dimension qui paraît importante, c'est la limitation d'une capacité qui peut-être nous fait tous vivre, c'est la capacité de don.
cette question qui était posée tout à l'heure, c'est « mais que puis-je apporter ? Comment ne suis-je pas que quelqu'un qui va recevoir ?» Et je crois qu'effectivement, là, on a des expériences où, à certains degrés d'handicap, il peut y avoir de la mort affective anticipée. Le renoncement des personnes qu'on peut accompagner à cette vie affective va se manifester tout simplement par le fait que, sur le public qu'on a, par exemple, c'est la proportion des personnes qui, entre 30 et 55 ans, qui vivent seules est complètement inverse de la population moyenne. C'est cette concrétisation de l'isolement, mais qui n'est pas qu'un isolement physique. C'est bien un isolement aussi dans la capacité d'être à l'autre et d'être dans ce lien affectif à l'autre. Je me reviens toujours cette scène, c'était au tout début de ma carrière. J'avais visité un centre pour enfants en grande difficulté et un enfant avait des os de verre. Et le désespoir de cette maman qui disait « j'ai peur de le prendre dans mes bras ». Je crois qu'effectivement, on touche là des éléments du parcours de vie qui fait qu'effectivement, ça ne peut pas ne pas faire écho, ne pas être pris en considération au moment de la fin de vie. Pour les familles, c'est bien la question, effectivement, je l'ai nommé, du deuil de l'enfant idéal. Avec, dans le deuil, il y a la révolte qui est nécessaire. Et puis, il peut y avoir tous les mécanismes du deuil. Vous êtes des spécialistes, je n'irai pas sur ce terrain-là. Il y a aussi un autre élément qui est toujours dans l'esprit des familles, c'est faire avec le sentiment de responsabilité, de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai transmis? Comment n'ai pas pu protéger? Et ce sentiment de culpabilité, il reste, même s'il a été travaillé, même s'il a été amoindri après la prise de conscience du deuil. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, et je pense qu'il va certainement, au moment de la mort, être réactivé. La modification des trajectoires de vie. Avoir un enfant en situation de handicap, c'est vraiment un tremblement de terre dans l'existence. Là aussi, je reprends une parole entendue. Généralement, c'est quoi la trajectoire de vie ordinaire d'une famille? Les parents conçoivent un enfant. La phase de l'enfance va permettre effectivement de lui donner la capacité d'aller affronter la vie, et puis il va s'autonomiser. Et à la fin de l'existence, certains parents, si la cellule familiale fonctionne, vont peut-être espérer qu'il y ait un peu un contre-don à la fin de vie, c'est-à-dire que les enfants sont attentifs à ce que la fin de vie de leurs parents se passe peut-être dans les meilleures conditions. Là, on est sur une situation qui est complètement bousculée, c'est-à-dire que la limitation de la capacité d'autonomie des enfants, alors suivant le moment où intervient le handicap, les choses vont être un peu différentes, mais à un moment donné, le parent va se retrouver dans une forme de dilemme. Est-ce que j'abandonne et je confie à d'autres, ou est-ce que j'assume? Et l'impact de cette décision va faire qu'effectivement, on a des parcours de vie des parents qui peuvent être complètement modifiés par la présence de cet enfant qui a ses limitations. Et là encore, ne nous fixons pas que sur les situations de handicap très visibles, avec des répercussions majeures
Cette question est vraie sur ne serait-ce que la préoccupation qui doit rester d'avoir quelqu'un qui a une fragilité, une vulnérabilité supérieure à la moyenne. Et donc, on va avoir par rapport à ces familles, parfois effectivement une posture qui fait qu'il y a un investissement majeur sur et autour de cet enfant. Une vie qui devient centrée sur la fonction de parent de, et où l'identité même des parents se construit autour de la préoccupation de ce qui reste un enfant, même s'il est devenu parfois vieux. Et ça a aussi un autre impact dans la famille sur la fratrie. Quelle place ont les autres par rapport à cet enfant particulier, parfois ces enfants particuliers? Et là encore, au moment de la fin de vie, comment cette question réapparaît dans une posture qui me paraît très légitime, c'est oui, j'ai été fils de, peut-être que j'en ai voulu à mes parents, à mon frère ou ma sœur, de ne pas avoir eu tout ce que j'aurais pu avoir s'ils n'avaient pas été là. Cette culpabilité, elle, au moment de la fin de vie, elle ne peut pas rester silencieuse. Est-ce qu'elle va être entendue? Donc, n'oublions pas qu'effectivement aussi cet impact sur la famille, elle bouscule parfois les couples, l'impossibilité pour ceux qui ont été parents d'affronter des choses. Et puis, donc on a en fin de vie cette ambivalence entre souffrance et délivrance, la réactivation des sentiments de culpabilité, je vous l'ai dit, et puis comment gérer la suite de son existence. Je pense notamment là aux familles qui ont investi, qui peuvent avoir investi individuellement et collectivement dans le mouvement associatif, etc. Comment tout d'un coup ils vont pouvoir retrouver des repères par rapport à ce qu'est leur existence sans devenir, avec cette occupation et préoccupation qui est devenue autre. Je vais aller par rapport aux intervenants professionnels et des services et établissements. Alors, première chose, et qui fait lien peut-être avec mon introduction, elle pose bien la question notamment de la place de chacun au sein des structures et entre les structures. C'est la question, une personne qui a été en établissement toute sa vie, pourquoi, à quel moment on décide qu'elle va devoir aller finir sa vie dans un milieu hospitalier? Pourquoi est-ce qu'on le décide? Comment est-ce que, entre ceux qui ont été dans le care, dans le prendre soin, à un moment font avec leur relais à passer aux soignants? Et il y a des enjeux de pouvoir, disons-le très clairement, par rapport à la personne, qu'il faut mieux peut-être regarder en face. Donc, on a bien là, dans cet espace-là, des questions qui sont réactivées entre les nécessités des collaborations, mais aussi la question de l'abandon. Et puis, ça a aussi un autre niveau, c'est la réactivation d'une question de fond pour tous les intervenants. C'est la question de la place qu'on donne effectivement à la personne. Personne objet ou personne sujet du soin et des prendre soin. On peut mettre sous le tapis ces questions-là, mais c'est vrai qu'effectivement, ça renvoie à des questions éthiques et déontologiques qui ne peuvent plus être abandonnées. Que de savoir comment la vie allait se finir. J'ai en image quelques visites dans des EHPAD.
Et là, s'active notamment cette question de à qui le tour. Et puis, ça renvoie effectivement à une autre question. Je vous disais, mouvement de professionnalisation. Et dans ce mouvement de professionnalisation, il y a eu, à mon avis, un biais, c'est le bon professionnel, c'est quelqu'un qui est sans affect, bien sûr. Et dans les structures, quelle place est légitime pour les intervenants? J'ai dû, il y a quelques semaines, répondre à la question d'une intervenante de SAVS qui avait une personne accompagnée qui était décédée. Et sa question, c'était est-ce que vous m'autorisez à aller aux obsèques? Derrière cette question, imaginez toutes les questions qu'il y avait. La place par rapport à la famille, mais aussi probablement quelque chose qu'elle avait à faire de son propre deuil de l'accompagnement. Alors, je crois qu'effectivement, dans toute cette question aussi par rapport aux professionnels, ça réactive une question qui a été nommée ce matin. C'est bien la question, la personne sujette ou objet, mais c'est quelle place on leur donne, quelle place on leur donne dans les accompagnements tout au long de leur existence, quelle place on leur donne, et je pense qu'on aura du mal à faire différemment à ce moment particulier qu'est la fin de vie. C'est-à-dire que cette préoccupation de regarder effectivement la personne, non pas comme une personne handicapée, mais comme le dit le titre de la loi de 2005 elle-même, comme un citoyen, est essentiel, et c'est pas dans ce moment-là qu'on va le regarder comme un citoyen, c'est dans toute la trajectoire qu'on va avoir eue avec lui. Et je crois que quelqu'un qui est en fin de vie, c'est d'abord un citoyen malade, avec une maladie qui ne va pas pouvoir être guérie. Ce n'est pas une personne handicapée, puisque effectivement le handicap, rappelons-nous, se joue dans la dimension situationnelle, dans le rapport à l'extérieur. Alors, pour conclure, je dirais qu'effectivement, cette approche et cette réflexion sur la fin de vie, moi je pense que c'est une belle occasion de faire vivre la bienveillance et l'humanité qui donne sens à l'existence de chacun et puis qui peut peut-être donner sens à nos interventions professionnelles.